ce qu'on appelle les Bonjour à tous et merci à chacun pour votre participation à ce webinaire qui est organisé par la région Guadeloupe, Autorité de gestion des fonds européens. Donc, je me présente, je suis Samuel Blaiseau, directeur de l'instruction à la direction déléguée Europe région Guadeloupe et je suis accompagné de Lucie-Manuel Frassin, instructeur FEDER. Voilà. Donc, ce webinaire, alors juste pour vous préciser en termes de logistique, que l'ensemble des micros ont été coupés, de manière, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir directement dans le chat en posant des questions. Et donc, à l'issue de cette présentation, nous ferons un point question par question pour y répondre. Donc, la région Guadeloupe est autorité de gestion des fonds européens. Elle l'était sur la période 2014-2020 et le sera sur la période 2021-2027. Donc, juste pour rappeler au global les fonds de cohésion qui sont confiés par la Commission européenne à la France. Donc, sur le FEDER, c'est 9,1 milliards d'euros. Sur le FSE+, c'est 6,7 milliards d'euros. Et pour la région Guadeloupe, c'est une enveloppe de 639 millions d'euros sur la période 2021-2027 et qui se répartit de la manière suivante, à savoir pour le FEDER, 533 millions d'euros et pour le FSE+, 76 millions d'euros, excusez-moi. Donc, juste pour rappeler que sur la précédente programmation 2014-2020, la région Guadeloupe avait disposé d'une enveloppe de 612 millions d'euros. Donc, ce webinaire a vocation à vous expliquer de manière assez pédagogique, je l'espère, le traitement d'un dossier de demande de subvention, qu'il soit FEDER ou FSE. Donc, je vous propose que l'on démarre cette présentation qui sera disponible sur le site Europe en Guadeloupe d'ici la fin de cette semaine. Donc, cette présentation s'organise autour de plusieurs items. Donc, déjà, la conception du projet. Voilà, on va rentrer dans le détail de comment bien concevoir son projet, comment bien monter sa demande d'aide européenne, comment déposer son dossier de demande d'aide européenne sur l'outil e-Synergie, dont on parlera tout à l'heure, tout le volet instruction et programmation du dossier, la convention attributive de l'aide et son contenu, un point sur la commande publique et les coûts raisonnables, les demandes de paiement et le contrôle de services faits pour le remboursement des dépenses qui sont présentées à l'autorité de gestion, ce que doit contenir votre demande de paiement et comment est traitée votre demande de paiement avec la notion de publicité du cofinancement européen et d'archivage. Je vais juste couper ma caméra pour éviter. Voilà. Donc, je vous propose de commencer sur le premier point. Donc, bien concevoir son projet. Donc, les renseignements que vous allez donner dans votre dossier de demande d'aide vont définir les modalités de suivi et de gestion administrative et financière de votre projet. Donc, tous les éléments que vous allez communiquer lors de la demande d'aide sont reportés dans la convention attributive de l'aide qui va fixer le cadre contractuel entre l'autorité de gestion et le bénéficiaire du fonds européen. Bien entendu, si le projet fait l'objet d'un agrément favorable. Donc, la convention sera automatiquement la référence pour l'examen de votre demande de remboursement pour les contrôles et les audits qui pourraient intervenir en cours d'exécution des opérations. Donc, bien en amont du dépôt du dossier sur e-Synergie, renseignez-vous bien sur les conditions d'éligibilité à une aide européenne. Éligibilité du porteur de projet, éligibilité à la mesure que vous souhaitez solliciter. Le service instructeur est là pour vous accompagner dans ces démarches, pour présenter les dossiers les plus complets possibles en amont. Donc, prenez connaissance du programme auquel votre projet sera susceptible d'être éligible. D'ici la fin de la semaine, le programme FEDER FSE+, Région Guadeloupe 2021-2027 sera mis en ligne et courant février,
le DOMO, donc à savoir le document de mise en œuvre, sera également mis en ligne. Donc, le document de mise en œuvre, c'est le cadre d'intervention qui fixe objectif par objectif l'ensemble des attentes et des attentes des opérations. Donc, on va retrouver le type d'action soutenue, le type de bénéficiaire éligible, les indicateurs de résultats et de réalisation attendus. Il y aura un focus spécifique là-dessus. Les taux d'intervention maximum du FEDER, les taux d'intervention d'aide publique, les régimes d'aide qui sont mobilisables sur cette mesure-là, mais également les conditions de sélection des opérations. Donc, quel que soit le programme, il y aura des guides et des outils qui vont être mis à disposition sur le site internet europe-guadeloupe.fr. Donc, guide du porteur de projet, guide des utilisateurs e-Synergie, et puis différents outils qui vont vous permettre d'appréhender le dépôt d'un dossier, notamment sur le volet commande publique, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, cela vous permet de connaître les modalités de financement du programme, le fonctionnement par des appels à projets ou non, avec éventuellement des dates de publication et les conditions d'éligibilité. Pour rappeler que les financements européens n'ont pas vocation à subventionner le fonctionnement de structures, mais bien des projets qui sont clairement identifiés, qui sont estimés dans le temps, avec des objectifs et des moyens bien définis. Les financements européens interviennent en remboursement, à savoir que le bénéficiaire doit présenter des dépenses acquittées et dépenses qui feront l'objet d'un remboursement par la Commission européenne après certification, à savoir une vérification de la dépense. Est-ce qu'elle est effectivement rattachable à l'opération? Est-ce qu'elle est justifiée par une pièce probante? Donc, ce financement intervient à remboursement. Donc, c'est pour ça que lors de l'instruction du dossier, on s'assure que le porteur de projet a la capacité financière pour pouvoir mener à bien son projet. Donc, cette capacité financière, ça s'apprécie par rapport à un accord bancaire. Ça peut être de l'apport directement de la structure. Ça peut être éventuellement des cofinancements qui vont venir compléter le plan de financement de l'opération, et ainsi de suite. Dernier point, pour les activités qui rentrent dans le champ concurrentiel, aucune dépense ne peut être engagée avant le dépôt formalisé de la demande d'aide. C'est ce qu'on appelle le principe d'incitativité. Alors, depuis février 2021, la région Guadeloupe, autorité de gestion, a mis en place un formulaire de pré-dépôt qui permet d'anticiper le dépôt futur d'un dossier. Donc, en fait, dans le contenu de la lettre de dépôt, vous précisez que vous avez l'intention de déposer un dossier FEDER une fois que le programme est validé, donc ce qui est le cas. Donc, à savoir, pour tous ceux qui ont formalisé une pré-demande d'aide, donc ce qui sera pris en compte, c'est la date de réception de cette pré-demande en termes d'éligibilité des dépenses. Donc, avant de déposer un dossier, il faut savoir se poser les bonnes questions. On est en mode projet. Voilà, quel type de projet vous souhaitez mener? Quelle est son étendue? Quelles sont ses limites, ses objectifs et les résultats que vous visez, notamment l'impact attendu sur le public à qui il est destiné. Une entreprise va s'adresser à des clients, une collectivité à des usagers. Donc, toujours prendre en compte cette notion de public cible qui sera le bénéficiaire final, entre guillemets, de cette opération. Pourquoi ce projet est décisif pour la structure? Voilà. Quel est le défi, quelle est la difficulté que vous cherchez à résoudre par la mise en place de ce projet? Pourquoi l'Europe peut contribuer à financer ce projet? Quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux objectifs qui sont fixés dans le programme? Comment allez-vous le mener à terme? Quel management de projet au sein de votre structure ou avec des partenaires? Donc là, j'insiste particulièrement là-dessus, c'est toute la notion de capacité administrative du porteur de projet à suivre son opération, toute la rigueur qui est attendue du porteur de projet pour mener à bien cette opération dans les objectifs qui seront fixés dans la convention.
que ce soit dans le cadre de la remontée de dépenses, du suivi des indicateurs de résultats ou de réalisation, mais également dans la vie du projet et les liens entre le service instructeur et le bénéficiaire. Quelle méthodologie mettre en place pour que le projet avance? Voilà, il y a des calendriers de réalisation, des étapes clés, des marchés publics, des autorisations éventuelles à obtenir en termes d'urbanisme, environnemental ou autre. Combien cela va coûter et de quels moyens avez-vous besoin pour mener votre projet? Quel type de dépenses et combien chacun des moyens va-t-il coûter? Quelles ressources complémentaires peuvent contribuer au projet? On va y revenir tout à l'heure. Et au final, quelle contribution communautaire pouvez-vous demander dans la limite des taux maximum d'intervention qui seront fixés dans le document de mise en œuvre? Donc, sur l'étape financement public complémentaire, donc, les fonds européens interviennent en contrepartie de financements publics nationaux. Ces financements publics nationaux peuvent être l'État, l'ADEME ou autre, le département, la région, d'autres collectivités qui seraient susceptibles de contribuer à la bonne mise en œuvre de ce projet. Ces financements doivent être acquis, à savoir la transmission de l'arrêté ou la convention d'attribution de l'aide, ou en voie d'acquisition, à savoir qu'au moment du dépôt du dossier, il nous faudra une lettre d'intention du cofinanceur sur le projet. Pourquoi le cofinanceur s'engage à accompagner cette opération dans son montant, dans le déroulé de l'opération. Il faut veiller à ce que toutes les démarches auprès des autres financeurs soient engagées. Donc, un petit conseil, prenez contact le plus tôt possible avec les cofinanceurs. Cela vous permettra de présenter le projet, de vous faire connaître, de confronter votre point de vue à ceux de professionnels connaissant bien le territoire, ses besoins, les actions existantes, et de vérifier notamment le bien fondé, la pertinence de votre projet, et d'éventuellement de le rajuster le cas échéant. Donc là, on était vraiment sur l'étape de conception d'un projet qui serait éventuellement cofinancé par les fonds européens. Donc là, on va rentrer sur l'étape de monter sa demande d'aide européenne. Donc, cette phase ne s'effectue qu'une seule fois, qu'une fois que le projet a été bien défini. Elle s'inscrit dans la suite de la construction de votre projet qui doit être à un stade planifié et parfaitement maîtrisé. Donc, un conseil, les objectifs de votre projet doivent être smart, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps. Votre budget doit être réaliste, ne valoriser que les dépenses qui sont strictement nécessaires à la réalisation du projet, qui sont facilement justifiables et traçables dans votre comptabilité. Comptabilité séparée est une des conditions de la bonne mise en œuvre de l'opération. Vous devez établir un échéancier des demandes de paiement, de demandes de remboursement que vous allez transmettre à l'autorité de gestion, qui vont vous permettre d'assurer un fonds de trésorerie. Je le rappelle, les fonds européens n'interviennent qu'en remboursement. Les obligations contractuelles donc, qui sont fixées dans la Convention doivent être anticipées, à savoir la publicité du financement européen, la conservation des pièces lors d'audits et de contrôle, une comptabilité séparée, les indicateurs de réalisation et de résultats. Si vous êtes soumis à la commande publique, il y a une rubrique spécifique qui est sur le site Europe en Guadeloupe et qui vous permettra de bien préparer votre demande de subvention pour les porteurs de projets qui sont assujettis à la commande publique. C'est ce qu'on appelle le guide de la commande publique qui est disponible sur le site Europe en Guadeloupe dans les conseils pratiques. Donc, le dépôt de la demande d'aide. Donc, depuis le dépôt de la demande d'aide doit être déposé de façon dématérialisée, complète sur le portail e-Synergie. Donc, e-Synergie, c'est une plateforme nationale qui permet à toutes les autorités de gestion qui gèrent du FEDER et du FSE+, de réceptionner l'ensemble des demandes d'aide, d'instruire les demandes d'aide, de les programmer et d'assurer le paiement des dépenses qui nous sont présentées. Donc, c'est un portail. Donc, vous avez accès, vous pouvez créer votre profil porteur de projet. De votre côté, vous avez la possibilité de suivre l'état d'avancement de vos demandes d'aide, de vos demandes de subvention. Voilà, est-ce qu'elle est en étape de complétude, en étape d'instruction, en étape de programmation, mais également au niveau de la demande de paiement, de pouvoir suivre toute la vie de la demande de paiement.
Et également, ça vous permet d'interagir avec les différents interlocuteurs de l'autorité de gestion, que ce soit le service instructeur en charge de l'opération ou le service qualité certification qui assure le traitement des demandes de paiement. Donc là, l'outil va être mis en place à partir de février. Actuellement, il y a tout un travail, vu que le programme a été validé le 16 décembre 2022, il y a des travaux par les administrateurs fonctionnels pour mettre à jour cet outil, ce portail, au regard des objectifs qui sont mobilisés par la région Guadeloupe et des indicateurs de réalisation et de résultats. Donc, un conseil, la complétude du dossier est conditionnée par la fourniture de l'ensemble des pièces et des renseignements qui sont demandés dès le dépôt. Donc, ces éléments, vous allez les retrouver dans le document de mise en œuvre, mais également dans le guide du porteur de projet qui va fixer les conditions de complétude des opérations. Un outil, c'est le guide de saisie sur Synergie qui est actuellement disponible. Voilà, vous pouvez le consulter parce que Synergie, on l'utilise depuis la programmation 2014-2020 et e-Synergie, on l'utilise depuis la période Covid en février 2020. Ça a été activé pour le traitement des demandes de subventions. Et là, on est en train d'organiser pour la programmation en cours 2014-2020, la possibilité de pouvoir déposer directement sa demande d'aide sur e-Synergie pour les opérations qui ont fait l'objet d'un agrément 2014-2020. Vous pouvez contacter votre instructeur pour toute question. Donc, dès lors que vous avez déposé votre dossier de demande de subvention sur Synergie, la main est au service instructeur. Donc, à partir de ce moment, le service instructeur va examiner votre dossier et le présenter aux instances de programmation. L'examen d'instruction de la demande d'aide européenne se fait en plusieurs étapes. À cette étape, le service instructeur va être en charge de la recevabilité de votre dossier. C'est l'examen de la complétude. Pour sa part, le service instructeur a 2 mois pour vous faire savoir si votre dossier est complet. Étape 1 complète. Donc, vous allez recevoir un accusé de réception dossier complet. Auquel cas, vous allez recevoir des courriers vous demandant les complétudes nécessaires. Donc, par rapport à votre instruction, vous aurez l'éligibilité de votre demande d'aide, les objectifs des fonds européens et des projets sont-ils compatibles? Le projet répond-il et est attendu à votre objectif spécifique tel qu'il est décrit dans votre document de mise en œuvre, le DOMO qui sera bientôt accessible en février? Les dépenses seront-ils éligibles au programme? Sont-ils conformes à la législation nationale et européenne? Le décret d'éligibilité des dépenses nationales ainsi qu'européennes. Vous avez aussi l'application des régimes d'aide d'État qui est applicable pour tous en fonction du secteur d'activité, que ce soit pour les collectivités, pour les associations et aussi pour les entreprises. Le service instructeur devra aussi mettre en cohérence votre projet avec les indicateurs que vous avez fléchés qui devront être justifiables et conformes à ce que vous avez demandé par rapport à votre opération. Le service instructeur aussi va examiner si votre projet est pertinent par rapport aux objectifs spécifiques et cohérent avec le contexte régional de la région Guadeloupe. Dès lors, une fois ces étapes réalisées, nous passons en phase de programmation. Le service instructeur propose votre dossier aux instances de programmation. Cela s'effectue en 2 étapes. Étape 1, l'examen en pré-comité. Ce comité émet un avis technique, notamment sur l'éligibilité du porteur et du projet, l'éligibilité temporelle, géographique, la viabilité du plan de financement,
et la structuration des moyens mis en œuvre rapportés aux objectifs ainsi que aux enjeux du projet. Il émet un premier avis, mais ne prend pas la décision. La deuxième étape, une fois que votre opération a été présentée en comité, il sera présenté dans l'instance décisionnelle qui est le comité régional unique de programmation. Ce comité étudie l'opportunité, la valeur ajoutée des projets ainsi que leur mise en perspective avec un contexte socio-économique territorial. Donc, une fois que la décision a été prise par le CRUP, une décision favorable ou défavorable, donc dans le cas d'une décision favorable, c'est le président du conseil régional qui est habilité à attribuer ou non l'aide européenne. Cette phase va déboucher sur la notification de la décision qui sera prise sur votre dossier. En cas de décision favorable, vous allez recevoir la convention d'attribution de l'aide européenne pour signature. Donc, un focus sur le contenu de la convention d'attribution de l'aide, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse dans la mise en œuvre du projet. En tant que bénéficiaire d'une aide européenne, la convention est un document contractuel fondamental. En signant cette convention, vous vous engagez à en respecter l'intégralité des termes. Donc, cette convention va détailler vos engagements, à savoir faire de la publicité sur le cofinancement européen, respect de la réglementation européenne et nationale, la soumission aux différents corps d'audit et de contrôle, vos droits, notamment demander toute demande de modification d'un projet. Ça peut être une prolongation, une modification dans la ventilation financière des dépenses qui sont fixées dans la convention, les délais et votre recours, et les modifications des dépenses en cas de modification du coût total. La période de réalisation temporelle du projet, les dépenses que vous allez fournir lors des demandes de remboursement devront être réalisées pendant cette période d'exécution, ce qu'on appelle la période d'éligibilité temporelle des dépenses qui sont liées à l'opération. Les dépenses retenues comme éligibles, elles sont annexées. C'est une annexe technique et financière de nos conventions. Et donc, vos demandes de remboursement devront être cohérentes avec cette annexe. Donc, ce qui est intéressant avec e-Synergie dans le traitement des demandes de paiement, c'est que dès lors que vous allez saisir une demande de paiement, l'outil va forcément vous présenter que les dépenses qui ont été programmées et conventionnées. Donc, c'est un peu une aide à la saisie, en fait. Et enfin, le dernier point de la relation contractuelle, c'est les indicateurs. Ils sont également annexés et vous vous engagez à les renseigner à chaque remontée de dépenses. Alors, j'insiste bien sur le volet indicateur, dans le sens où l'autorité de gestion doit faire un reporting régulier auprès de la Commission européenne sur l'utilisation des fonds et l'avancement qualitatif et quantitatif de la politique qui est mise en œuvre sur le territoire de la Guadeloupe via les fonds européens. La commande publique. Donc, si votre opération présente des dépenses qui correspondent à un marché public, vous êtes soumis à la commande publique. Donc, la procédure de vérification du respect des règles de la commande publique par l'autorité de gestion est une étape obligatoire. Elle est réalisée en amont de la programmation du dossier, à savoir au moment de l'instruction. Premier point. Et deuxième point, au plus tard, à la première demande de paiement. Donc, n'attendez pas de lancer vos marchés au moment du dépôt du dossier. Nous, au moment de l'instruction, on va devoir s'assurer de la conformité des règles de la commande publique. Donc, l'objectif est double, car il s'agit d'une part de sécuriser les dossiers sur la partie de commande publique, à savoir est-ce que l'ensemble des règles de mise en concurrence ont été respectées au regard de l'appel public à concurrence que vous avez lancé, mais également de fluidifier le traitement des demandes de paiement. Le contrôle ayant eu lieu au moment de l'instruction, il n'est plus à faire au moment de la demande de paiement, et donc un traitement qui peut être beaucoup plus rapide dans l'avancement des dépenses, de la certification des dépenses qui nous sont présentées.
Le porteur de projet doit transmettre à minima les pièces justifiant du respect de la procédure du lancement de la consultation à l'attribution du marché au moment du dépôt de la demande d'aide ou de la demande de paiement sur le portail e-Synergie. Comment? En respectant le plan de classement de la commande publique et des annexes dédiées directement téléchargeables. Donc là, je renvoie encore une fois au kit commande publique qui est mis en place sur le site Europe en Guadeloupe. Donc attention, en l'absence de ces pièces, sauf bien entendu les cas débatoires pour des procédures qui sont inférieures à 40 000 € et des procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence, le dossier de demande d'aide ou de paiement sera réputé incomplet et ne pourra pas faire l'objet d'une programmation ou d'un remboursement au titre des fonds européens dès lors que les pièces ne sont pas transmises à l'autorité de gestion. Le contrôle de régularité de la commande publique s'effectue en application de la décision de la Commission européenne qui porte sur la détermination des corrections financières appliquées aux dépenses qui sont financées par l'Union européenne en cas de non-respect, ce qu'on appelle la note COCOF. Alors, sur le volet commande publique, la deuxième quinzaine de février, nous allons organiser un webinaire spécifique pour expliquer la commande publique dans le cadre d'un dossier qui est cofinancé par des fonds européens. La vérification du caractère raisonnable des coûts. Tout bénéficiaire de fonds européens, quelle que soit la nature juridique ou son statut, doit se doter d'une politique interne d'achat qui garantisse la sélection des offres économiquement les plus avantageuses. Les procédures varient selon le statut du bénéficiaire, on a vu tout à l'heure, mais dans tous les cas, la justification du caractère raisonnable des dépenses doit être vérifiée par l'autorité de gestion. Il y a des dispenses de vérification. Effectivement, les options de coûts simplifiés, à savoir des coûts indirects qui seraient appliqués sur les opérations, les contributions en nature ou des dépenses d'amortissement ne sont pas considérées, ne rentrent pas dans le périmètre du caractère raisonnable des coûts. Mais également les dépenses qui sont inférieures ou égales à 10 000 €, où là, on va demander un seul devis. L'utilisation des devis contradictoires, entre 10 000 € hors taxes et jusqu'à 200 000, c'est deux devis contradictoires qui doivent être présentés, et ce, sur le même périmètre d'investissement, à savoir des dépenses équivalentes, de manière à ce que le service instructeur puisse apprécier les devis au regard du même périmètre de dépenses qui seraient présentées. Au-delà de 200 000 €, c'est trois devis contradictoires et sur le même périmètre. Les devis doivent être de moins de 3 mois et il faut indiquer l'offre retenue et le motif. Il existe des dérogations possibles avec des investissements qui sont très spécifiques, des prototypes, du matériel vraiment spécialisé ou un fournisseur qui est unique sur le marché. Il n'y a aucun problème, il faut uniquement une demande argumentée qui justifie le choix de la non-mise en concurrence dans le choix de cette dépense qui est présentée. Donc, on a vu le caractère, donc la commande publique, le caractère raisonnable des coûts, à présent les demandes de paiement et le contrôle de services faits. Dès lors que votre opération a reçu un agrément en CRUP, en comité régional unique de programmation, maintenant vous êtes bénéficiaire d'une subvention européenne. Vous pouvez dès lors déposer une demande de paiement, soit intermédiaire ou de solde. Une fois que votre convention a été signée, et conformément à la convention attributive d'aide européenne de l'opération, la demande de paiement doit être composée de l'échéancier prévisionnel des dépenses précisées dans l'annexe de la convention, doit présenter les dépenses qui ont été acquittées dans la période d'éligibilité des dépenses fixées par la convention. Dans le cas contraire, elles seront réputées inéligibles. Présenter les justificatifs de dépenses réalisées dans la période d'éligibilité des dépenses fixées par la convention et être transmise à l'autorité de gestion dans le délai de transmission des pièces fixé par la convention. Passé ce délai, les pièces ne seront prises en compte pour le contrôle de service fait réalisé. Alors, je me permets juste d'ajouter un point. Donc, effectivement,
les demandes de paiement elles peuvent être intermédiaires ou de solde, mais il y a également la possibilité, dès l'agrément d'une opération, de faire une demande d'avance qui est de maximum 20% et qui se fait sur la base de l'envoi d'un justificatif de démarrage. Donc, justificatif de démarrage, c'est un devis signé, une facture signée, un acte d'engagement, un bon de commande, tout ce qui va permettre de justifier du bon démarrage effectif de l'opération. Et pour rebondir sur ce que précise mon collègue, au titre de la programmation 2021-2027, le délai global de paiement est de 80 jours. Donc, à savoir que l'autorité de gestion a 80 jours pour payer pour une demande de remboursement. Ce délai de 80 jours est suspendu dès lors que la demande de paiement est incomplète. D'où l'intérêt, tant pour le bénéficiaire que pour l'autorité de gestion, d'avoir au moment du dépôt de la demande de paiement sur e-Synergie un dossier le plus complet possible. Les pièces constituantes de la demande de paiement intermédiaire. Il faut le dossier de demande de paiement complété, signé par le représentant légal. S'il n'est pas complété, signé, le service instructeur et le service certification vous demandera de mettre à jour votre document. Il faudra aussi l'état récapitulatif des dépenses acquittées, impérativement datées, signées et cachetées par le représentant légal de l'opération et surtout certifié exact par un tiers, soit pour une entreprise ou une association d'un expert comptable ou de commissaire aux comptes, et pour les collectivités publiques, du comptable public. Donc ce point-là est essentiel sur cet état récapitulatif des dépenses qui permet vraiment de s'assurer que les fonds ont réellement été décaissés. Les pièces justifiant des dépenses, que ce soit toutes les factures, les bons de commande, les états de situation, les bulletins de salaire et toutes les pièces justifiant une dépense, les preuves d'acquittement de la dépense, la certification sur l'état récapitulatif, la mention de l'acquittement porté sur les factures par le fournisseur, les relevés bancaires et tout autre document permettant la justification de l'acquittement des dépenses. Les nouvelles pièces de commande publique non transmises à ce stade, pièces marchées selon le plan de cassement dédié avenant au marché, etc. Sur ce point, effectivement, le contrôle de régularité de la commande publique ayant eu lieu à l'instruction, il se peut que dans la vie de l'opération et donc son impact sur les marchés qui sont en cours, il y a eu des avenants de prolongation, des ordres de services supplémentaires. Donc, en fait, il va falloir actualiser votre dossier commande publique au moment de la demande de paiement. Très important aussi, les preuves du respect de l'obligation des règles de la publicité européenne, que ce soit les panneaux de chantier, les affiches, tout permettant de justifier que l'obligation et le respect de la publicité européenne pour votre opération a bien été respecté. La dernière pièce est le renseignement des indicateurs qui ont été conventionnés avec les valeurs atteintes en intermédiaire de la réalisation de l'opération. Pour la demande de paiement de solde, pareil, nous avons toutes les pièces qui ont été susmentionnées auparavant, mais nous devons ajouter le bilan d'exécution du projet avec le descriptif des actions qui ont été réalisées et les pièces prouvant la réalité de l'opération. Il faut aussi le renseignement des indicateurs conventionnés avec la valeur atteinte à la fin de la réalisation de l'opération. Bien entendu, il vous saura l'état récapitulatif des cofinancements encaissés, reprenant toutes les ressources perçues, celles prévues dans la demande et les nouvelles, le cas échéant, à la fin de la réalisation de l'opération. Voilà. Donc là, je me permets d'insister sur cet état récapitulatif des cofinancements encaissés. Les fonds européens interviennent en remboursement, ça je l'ai précisé, et en dernier financeur.
à savoir qu'on doit s'assurer que l'ensemble des ressources qui étaient prévues à la convention par d'autres cofinanceurs ont réellement été versées, et le FEDER ou le FSE+, et la marge d'ajustement en fonction. Les nouvelles pièces de la commande publique non transmises à ce stade, pareil, si vous avez au moment de votre solde instauré des avenants au marché ou des OS ou autres, merci de nous les fournir conformément au plan de classement qui ont été dédiés, qui est présent sur le site Euroconvenu. Ainsi aussi, il faudra respecter, pareil, l'épreuve du respect de l'obligation de la publicité européenne. Sans cette preuve et l'absence de preuve de publicité ou la publicité non conforme au moment de la demande de centre peut faire l'objet d'une demande de reversement total ou partiel de la subvention. C'est un point très important. C'est qu'il faudra être véatif. Donc, les demandes de paiement, comme je le précisais tout à l'heure, elles s'effectuent directement sur e-Synergie, notre plateforme de dépôt des dossiers de demande de paiement, qui vous permettra de rattacher l'ensemble des pièces justificatives et de suivre l'état d'avancement de cette demande de paiement. Donc, comment est traitée votre demande de paiement? Très simple. Donc, les demandes de paiement sont traitées via la plateforme e-Synergie, et c'est l'autorité de gestion du service instructeur qui se charge d'examiner et de contrôler les dépenses. Service instructeur et service contrôleur. Ce contrôle est matérialisé par l'édition d'un certificat de service CSF. Ce CSF permet de déterminer le montant d'aide européenne à verser aux bénéficiaires. Ce montant est calculé sur la base des dépenses présentées par le bénéficiaire et retenues par l'autorité de gestion au terme de son examen. Le CSF sera également complété par une visite sur place de l'opération. Cette VSP a pour objet de vérifier la conformité de l'opération à la Convention et de vérifier la complétude du dossier européen détenu par le bénéficiaire. Ce contrôle aussi prévaut à toute demande d'audit, et une fois que votre demande de paiement a été versée, vous êtes susceptible d'être audité par les contrôleurs, soit de la mission d'audit des fonds européens, soit de la CICC, ou soit de la Commission européenne. Par rapport à ces audits, que ce soit en demande de paiement intermédiaire ou de solde, ils vont vérifier la conformité du passage du dossier en demande en programmation, et de la validité, de la conformité, de l'exigence et du paiement de votre demande de subvention, soit intermédiaire ou soit de solde. Alors, à titre d'information, vous disposez sur le site Europe en Guadeloupe, dans la rubrique Conseils pratiques, d'une note spécifique pour anticiper les audits et les contrôles. Cette note vous explique les différents audits qui sont susceptibles d'intervenir sur une opération qui est cofinancée par l'Europe. Donc, c'est un document qui peut être assez utile en prévision du dépôt d'un dossier. Pour rappel, comme cité, pour tous les programmes européens, chaque bénéficiaire d'une demande de subvention doit faire la publicité du cofinancement européen perçu. C'est un engagement contractuel fixé dans les termes de la convention d'attribution de la subvention. Le non-respect de cette publicité peut faire l'objet d'une note de reversement partiel ou total de votre demande de subvention. L'ensemble de votre dossier et de ses pièces devront être conservés jusqu'en 2033 dans le cadre de contrôle, que ce soit le contrôle régional, de la mission d'audit des fonds européens, de la CICC niveau national ou
de la Commission européenne, le niveau 3, la Commission européenne, l'Union européenne. Et par ailleurs, en plus de ces audits et de ces contrôles, l'autorité de gestion a l'obligation de s'assurer de ce qu'on appelle le principe de pérennité de l'investissement qui a été financé par l'Europe. Donc, principe de pérennité qui peut être soit de 5 ans, soit de 4 ans en fonction du type d'investissement. Donc, en fait, ces délais permettent de s'assurer 5 ans après le versement du solde de l'opération que l'investissement est toujours présent et qu'il n'a pas fait l'objet de modifications substantielles dans la finalité qui était prévue. Vos contacts FEDER et FSE+. Donc, sur cette slide, je vous ai mis l'ensemble des instructeurs que vous pouvez mobiliser, questionner sur des opérations que vous souhaitez mettre en place par thématique. Donc, on a toujours une adresse, je vais la rajouter dans l'adresse projet au pluriel FEDER-FSE@regioncentre.fr. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viendraient sur la mise en place d'une opération. Voilà, c'est une adresse générique qui permet de centraliser l'ensemble des questions à se poser. Donc, merci à tous pour votre écoute à ce webinaire. Je vous propose qu'à présent, nous passons à la question-réponse. Donc, on va démarrer. Donc, sur l'avance de fonds par la région, j'ai envie de dire que non, à savoir que la règle de financement d'un fonds européen, c'est que les dépenses sont réalisées par le bénéficiaire, donc c'est lui qui avance les fonds, et c'est l'Union européenne qui rembourse aux bénéficiaires de l'aide. Donc, il n'y a pas une avance de fonds par le conseil régional. Alors, concernant les demandes de paiement, effectivement, on a une première règle, c'est dès lors que 15% des dépenses sont réalisées, vous êtes autorisé à faire une première demande de paiement. Voilà. Et après, vous pouvez en faire autant de fois en fonction de la vie du dossier, toujours en référence avec votre échéancier de remboursement qui sera prévu à la convention sous le plan de financement. Donc, vous pouvez faire autant de demandes de paiement que vous souhaitez dès lors que 15% des dépenses sont réalisées. Alors, concernant le délai entre le dépôt d'un dossier de demande de subvention et la programmation, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas forcément de délai. C'est pour ça que tout dépend de la complétude du dossier au moment du dépôt. Plus le dossier sera incomplet dès le départ, on va rentrer dans un système de complétude, à savoir 2 mois plus 15 jours, qui vont nous permettre après d'entamer l'instruction. Donc, j'insiste vraiment sur ce point, que le dossier soit le plus complet possible dès le départ. Associer le service instructeur dès le départ dans le montage du dossier, de manière à ce que lui, derrière, puisse accélérer le traitement de son instruction. Et je ne peux pas vous donner de délai moyen, dans le sens où tout dépend de la complétude du dossier au moment de la demande de subvention. Et il en va de même au moment de la demande de paiement. On a ce délai réglementaire. Alors, autant on n'a pas de délai réglementaire sur le traitement d'une demande de subvention, on va se fixer en interne des délais de bonne gestion en termes de complétude et d'instruction, c'est les délais de 2 mois plus 15 plus 15. Pour le délai de la demande de paiement, celui-ci est réglementaire, à savoir 80 jours. Il est réglementaire 80 jours, mais dès lors qu'on a il
court à partir du moment où le dossier de demande de paiement est complet. Alors, dans le cadre des contrôles des opérations, contrôle et audit, l'audit peut intervenir et le contrôle peut intervenir à tout moment. Voilà. Dès lors qu'il y a une demande de paiement qui a été traitée avec une certification qui a été faite, donc avec des dépenses qui ont été remontées à la Commission européenne. Donc, il y a tout un système d'échantillonnage par les corps d'audit en fonction des certifications qui sont remontées à la Commission européenne. Donc, le traitement peut intervenir donc, chaque année en fonction des différentes certifications qui sont remontées. Donc, il peut y en avoir plusieurs sur une seule et même opération. Ça peut être un audit de la Commission européenne, ça peut être un audit de la CICC, ça peut être un audit de la mission, le corps d'audit local. Donc, ça peut intervenir à tout moment. D'où l'anticipation des audits et des contrôles avec les outils qui sont mis à votre disposition. Alors, sur l'archivage numérique ou papier, on va préciser cette notion-là dans le manuel de procédure et notamment dans le guide du porteur de projet. Parce qu'effectivement, l'objectif d'e-Synergie, c'est de disposer d'une chaîne de gestion et de traitement des dossiers qui est totalement dématérialisée. Par contre, effectivement, les originaux devront être présents dans le dossier unique du bénéficiaire de la subvention européenne. Alors, une entreprise privée n'est pas soumise aux règles de la commande publique. Par contre, je renvoie vers ce qu'on se disait tout à l'heure sur le caractère raisonnable des coûts, à savoir qu'en tant que gestion d'une entreprise privée, elle doit avoir une politique d'achat interne pour choisir le fournisseur le plus approprié par rapport à sa stratégie de développement. Donc non, elle n'est pas soumise aux règles de la commande publique. Par contre, elle doit disposer d'une procédure interne. Ce n'est pas formalisé voilà, avec une procédure particulière, mais elle doit avoir des règles de comment elle choisit le fournisseur le plus approprié. Alors, au sens européen, toute entreprise, toute structure juridique est considérée comme une entreprise, que ce soit une collectivité locale, un établissement public, une entreprise, une association, quel que soit son statut, au sens européen, c'est une entreprise. Donc, pour la Commission européenne, et dans le cadre de l'application des régimes d'aide, le champ concurrentiel, il n'y a pas de critère de champ concurrentiel, c'est-à-dire que si l'activité qui est proposée par l'opérateur doit rentrer dans un champ concurrentiel. Je sais pas, par exemple, ça va être la mise en place d'un espace de coworking. Effectivement, il y a une collectivité publique qui peut mettre en place des espaces de coworking. Une entreprise peut également mettre en place. Donc là, on rentre vraiment dans cette notion de champ concurrentiel en fonction de l'activité. Sur les obligations de publicité, c'est un des points de contrôle lors de l'instruction et de la certification. C'est une obligation contractuelle dans la convention qui incombe aux bénéficiaires de la subvention. Donc, ces règles de publicité, ça oblige à ce que le grand public puisse être informé du financement de l'Europe sur les investissements qui sont mis en place. Donc, ça peut être dans le bâtiment de l'entreprise, sur l'investissement un panneau d'affichage sur l'investissement qui est concerné. Si c'est dans un groupe de formation, notamment pour des formations qui sont financées par le FSE, ça va être des panneaux d'affichage dans les classes de formation pour avertir et informer le grand public de ces financements de l'Europe sur le territoire.
Alors, les dépenses qui sont liées à l'équipe projet, là, je vais vous renvoyer directement vers le document de mise en œuvre, parce que j'ai envie de dire, tout dépend de la modalité d'activation de cette équipe projet, à savoir, est-ce que c'est une dépense de prestation externe? Vous faites appel à un cabinet qui va vous accompagner dans le montage du dossier, dans le suivi du projet, donc oui, c'est des dépenses qui sont éligibles. Après, si c'est de l'équipe interne, à savoir de la valorisation de dépenses de personnel, là, ça va être en fonction de l'éligibilité de la dépense qui sera fixée dans le cadre d'intervention. Le domaine. Alors, en cas de delta entre l'annexe financière de la convention et la facture acquittée, ce n'est pas toute la dépense qui est rejetée. En fait, on va uniquement ne pas aller au-delà de ce qui était conventionné entre l'autorité de gestion et le bénéficiaire. Donc, on va écréter en fait le delta. Après, il y a toujours possibilité, comme je le précisais, et ça c'est un droit pour les bénéficiaires, de revoir la ventilation financière. Il y a effectivement des postes de dépenses qui peuvent être sous-consommés, d'autres surconsommés. Donc, il y a un jeu de ventilation de dépenses qui peut être pris en compte. Mais par contre, dès lors que le service instructeur est informé et qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli au moment de la réception de la demande de paiement. Tout va dépendre de l'écart. Alors, concernant la liste des entreprises éligibles, l'éligibilité d'un bénéficiaire est fixée dans le document de mise en œuvre. Donc, vous l'aurez à partir de février. Donc, vous allez pouvoir voir sur chaque objectif spécifique le type d'entreprises qui sont éligibles. Donc, tout type d'entreprise, ça dépend uniquement de la thématique qui est précisée. Et également, à titre d'information, je vous renvoie sur le site Europe en Guadeloupe. L'autorité de gestion a l'obligation de publier régulièrement l'ensemble des bénéficiaires et l'ensemble des opérations qui ont fait l'objet d'un financement européen. Donc, vous pourrez voir sur le territoire de la Guadeloupe, dans la rubrique concernée, l'ensemble des opérations qui ont fait l'objet d'un agrément favorable avec la liste des entreprises. Alors, sur la période de validation de notre programme Région Guadeloupe et le retard pris, c'est un retard qui n'est pas lié à l'autorité de gestion Région Guadeloupe. À savoir que réglementairement, le règlement général a été publié en juin 2021. Voilà, donc le règlement général plus les règlements FEDER, FSE+, et FEAMPA, juin 2021. Donc, à l'issue de la publication de ces règlements, il y a eu tout un travail entre la France, État membre, et la Commission européenne, par l'intermédiaire de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est l'autorité de coordination en fait, pour la France, entre la France et la Commission européenne. Donc cet accord de partenariat constitue le cadre d'intervention stratégique de la mobilisation des fonds européens au niveau national entre la Commission européenne et la France. Le programme de la région Guadeloupe est une annexe à cet accord de partenariat. Donc, un des préalables était que cet accord de partenariat soit signé entre la France et la Commission. Ça a été le cas en juin 2022. Donc, à partir de juin 2022, on a pu, en fonction de la stratégie qui était définie entre la France et la Commission européenne, retravailler notre version du programme en prenant en compte tous les aspects de concentration thématique, de conditions favorisantes et ainsi de suite. Donc, notre programme, on a commencé à le travailler en septembre 2019 avec des ateliers thématiques. On avait le grand cadre général et l'objectif était de contribuer au maximum avec le territoire à la construction de ce programme. Donc, notre première version du programme, notre V1, a été transmise à la Commission européenne en mars 2022. En mai 2022, nous avons reçu un certain nombre de recommandations à prendre en compte par rapport aux objectifs qui étaient fixés par l'accord de partenariat. Ça a été le cas pour toutes les autorités de gestion nationales. Toutes les régions en fait, ont été concernées. On a travaillé entre juin 2022 et jusqu'à décembre, jusqu'à la veille de la validation, avec nos rapporteurs géographiques, pour affiner les réponses à apporter pour une validation la plus rapide possible
par la Commission européenne. Et donc, ça a été le cas le 16. Donc, ce n'est pas des retards qui sont imputables à la région Guadeloupe, autorité de gestion, mais c'est tout le circuit du processus décisionnel de la mobilisation des enveloppes du Fonds de cohésion entre la France et la Commission. Alors, le montant d'avance est fixé à 20% du coût total de l'opération. Excusez-moi, c'est la contribution FEDER, FEDER ou FSE+. C'est 20% de la contribution FEDER ou FSE+. Après, vous avez toujours la possibilité, dès lors qu'il y a des cofinanceurs sur l'opération, de mobiliser également des avances qui peuvent être peut-être plus importantes que l'avance FEDER ou FSE+. Alors, la piste d'audit, c'est toute l'ossature en fait, de traitement d'un dossier européen à tous les niveaux, de l'accompagnement jusqu'à l'archivage du dossier et les contrôles et autres. Donc, nous oblige à notifier un dossier complet en cas d'instruction, dossier incomplet. Et il en va de même pour la partie demande de paiement. Dès lors qu'une demande de paiement est incomplète, vous êtes notifié de son incomplétude. Dès lors que la demande de paiement est complète, vous êtes notifié du caractère complet de la demande de paiement. Et donc, c'est à partir de là que court le délai de 80 jours pour verser les fonds aux bénéficiaires. Alors, concernant l'éligibilité et le principe d'incitativité, effectivement, pour les porteurs de projets qui, depuis février 2021, ont prédéposé et ont manifesté leur intention d'effectuer un dépôt de FEDER, les dépenses sont couvertes à compter de la date du prédépôt, réceptionné par l'autorité de gestion. Alors, le DOMO, le document de mise en œuvre, qui est le cadre d'intervention opérationnelle de la mobilisation du FEDER et du SE+, sera disponible sur le site Europe en Guadeloupe. Alors, sur les pré-dépôts et les montants disponibles, les enveloppes seront fixées dans le cadre d'intervention, dans le document de mise en œuvre du programme 2021-2027. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Donc, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire qui, j'espère, aura été le plus utile pour chacun d'entre vous, quel que soit votre domaine d'intervention, votre activité, votre statut ou autre. Sachez que la région Guadeloupe, autorité de gestion des fonds européens, est entièrement disponible pour vous accompagner. Vous avez la liste des instructeurs, vous avez l'adresse générique sur le site Europe en Guadeloupe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter de manière à réussir collectivement la bonne programmation de ces crédits qui sont confiés pour le développement du territoire. Merci à tous.